Il y a plein de débats, il y a plein de choses qui se font pour soutenir l'entrepreneuriat noir, on en a parlé. Oui. Pour toi, quelle est la chose qu'il ne faut pas qu'on perde? L'élément le plus important pour nous, c'est l'audace. Parce qu'il faut être audacieux pour rêver grand. Puis écoute, qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème. Comment tu penses que nos jeunes réfléchissent en ce moment quand ils entendent que le fait que leur couleur est différente, c'est un désavantage, qu'ils ne vont pas monter dans la hiérarchie? On est en train de tuer le rêve et l'audace de nos jeunes. Il faut pas... Si on fait ça, c'est fini. Donc, la chose la plus importante, c'est qu'il faut être audacieux. Bonjour, bienvenue chez Dirigeants et Stratèges. Je suis votre hôte, Anissé Fangwa, professeur en stratégie à l'université McGill des Seychelles. Voici la suite de notre conversation. Par rapport au fonds Équité 25/3, c'est quoi les succès, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce qui a été tangiblement Concrètement, fait? ça a été 4 entreprises qui ont été financées OK. avec des histoires tout à fait fascinantes. Quand on parle d'entreprises performantes à impact, c'est des histoires fascinantes. Applyboard, qui est une plateforme EdTech fondée par 3 frères iraniens, qui est devenue une licorne. Applyboard a une valorisation au-dessus de 3 milliards. Oh, wow. L'entrepreneur a été reconnu comme l'entrepreneur immigrant du Canada. Une super belle histoire avec... la compagnie avait au-dessus de 5000 employés un peu partout dans le monde. Wow. Puis, moi, ce qui me touchait, c'est que cette compagnie-là a démocratisé l'accès à l'éducation. C'est que la plateforme permet à des étudiants étrangers d'Afrique, de l'Inde, de partout, d'accéder à des universités au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, de façon à avoir un taux d'acceptation beaucoup plus élevé, et l'accès à l'université leur permet par la suite d'avoir un travail, que leur famille vienne au Canada et d'enrichir leur communauté. Ouais. C'est tout à fait fantastique comme plateforme. Sama, c'est 4500 employés en Afrique, en Nairobi. 60 000 personnes qui ont quitté le seuil de la pauvreté depuis la fondation de l'entreprise. OK. BKR, c'est le premier fonds d'investissement en technologie pour la communauté noire au Canada, qui ont déjà fait une douzaine d'investissements. OK. Donc, tous les investissements ont eu un impact direct Oh, wow. sur la communauté noire et les communautés de la diversité. Et tu estimes que sans Équité 25/3, on n'aurait potentiellement pas eu ces organisations qui réussissent à la hauteur de ce qu'elles ont pu faire? Non seulement on ne l'aurait pas eu, mais je ne sais pas si tu as fait le constat, mais l'histoire, c'est que quand que j'ai lancé Équité 25/3, BKR était en train de lever du capital. J'ai eu une conversation avec eux pour qu'ils viennent voir les institutions du Québec. OK. Puis j'ai travaillé avec eux pour que les institutions québécoises investissent dans leur fonds d'investissement, incluant le fonds que j'avais à la caisse, qui a mis de l'argent dans leur fonds. Ensuite, l'impact a été au niveau de ce qui a suivi, parce qu'il y a eu le fonds Équité 25/3. Par la suite, la BDC a annoncé un programme de 500 millions pour les femmes. OK. BKR Capital vont lever le fonds 2. Il y a le fonds Afro, le fonds Afro-entrepreneur de fonds d'action maintenant, qui a levé un deuxième fonds, qui regarde pour lever un troisième. Fait qu'il y a eu un effet boule de neige dans l'écosystème de dire il faut financer les gestionnaires issus de la diversité. Et le Équité 25/3 était le premier fonds pour déclencher cette boule de neige? Ben, je pense que, je veux pas dire qu'on était le premier pour le déclencher, mais 250 millions dans un fonds de diversité au Canada en 2020, c'était du jamais vu. C'est le plus gros de l'histoire. Wow. C'était du jamais vu. Génial. Et aujourd'hui, ça se termine. Et Écoute, je te dirais, ça se termine dans le sens que moi, ça m'a permis de réaliser les besoins de l'écosystème. OK. Ça m'a permis d'avoir un premier véhicule pour faire le travail. J'ai eu aussi l'occasion de mandater une firme pour faire une étude sur l'état de l'écosystème. Fait que j'ai une étude qui démontre toutes les lacunes de l'écosystème où on doit travailler. Et ça a permis de faire la naissance de Citadel Capital aussi. OK. Mais pourquoi ça s'arrête si c'était si beau? Écoute, je pense que je ne veux pas parler pour la Caisse de dépôt. Je pense qu'ils ont pris la décision de ne pas poursuivre l'initiative. Je pense que l'initiative requiert l'implication de plusieurs institutions parce que les besoins ne sont pas seulement au niveau de la croissance, il y a des besoins aussi en démarrage. Puis, c'est difficile de demander à une institution de régler le problème de tout. C'est pas à eux de faire. C'est pas à eux de régler tous les problèmes. Par contre, moi, je connais la recette. Puis je connais comment la mettre en place pour régler les enjeux. OK. Donc,
Honnêtement, c'est à ça que je m'attarde. Et du coup, c'est un peu devenu ton fardeau, ta mission? Oui, d'être exact. l'orchestrateur des différentes institutions qui vont aider à résoudre le problème? C'est pourquoi Citadel a pris naissance, oui. OK. Tout à fait. OK. Tu as mentionné Citadel déjà plusieurs fois. Est-ce que tu peux nous le présenter? Oui. Et peut-être ce serait intéressant de le présenter en partant de l'étude de l'écosystème dont tu parlais. Oui. Quelles lacunes on a trouvées? Et pourquoi Citadel? C'est quoi la raison d'être? En fait, les grandes lacunes de l'écosystème pour les entrepreneurs des communautés noires, c'est capital, réseau, accompagnement, mais à différents niveaux, parce que pour réussir à avoir des entreprises à succès, il faut un écosystème rempli du pré-démarrage jusqu'à la croissance, rempli au niveau du capital, de l'accompagnement puis du réseau. Mais on a des trous. Fait qu'il y a des trous dans le démarrage, puis il y a des trous dans la croissance. Mais le gros trou, c'est ce qu'ils appellent en technologie la série A, qui est à la fin du démarrage puis début croissance. Là, il n'y a rien. Alors, juste faisons un peu en arrière, parce que tu parles de démarrage, croissance. Pour le commun des mortels, du moins ceux qui sont pas trop dans le capital, ça signifie quoi exactement? C'est l'idée? Il y a deux volets, puis là-dessus, on pourra présenter visuellement, mais il faut le voir comme étant deux segments. Dans le domaine de l'investissement, il y a deux segments de profil d'investissement. Il y a le segment en placement privé. Il y a le segment qu'on appelle le capital de risque, qui sont des compagnies généralement en technologie, qui focusent sur la croissance des revenus et qui ont moins de focus sur la profitabilité. Donc, on veut monter les revenus sans nécessairement générer des profits. Ça, c'est le profil capital de risque. Il y a le profil placement privé qu'on appelle la moyenne entreprise. La moyenne entreprise, c'est des entreprises de services, de fabrication, qui génèrent l'EBITDA ou le BAIA, qui génèrent de la profitabilité et qui sont en croissance aussi. Mais c'est plus des profils de profitabilité. Quand on parle de reprenariat, ça tombe souvent dans la moyenne entreprise. C'est souvent des entreprises de services ou de fabrication qui ont été fondées par des entrepreneurs il y a 30 ans, il y a 50 ans. Ça, c'est souvent le volet reprenariat. Donc, Citadel Capital investit dans les deux segments. Il y a un volet performance dans le fonds Citadel Capital. Il y a des thématiques. Thématique performance, où on vise à générer du rendement de très haut niveau. Puis, dans la thématique performance, qui est 80% du portefeuille, ça va être en grande majorité des compagnies de capital de risque. Puis, dans la thématique écosystème, où là, non seulement on met du capital, mais on vient offrir l'accompagnement, c'est plus le profil reprenariat, moyenne entreprise. Alors, j'essaie de redire mes propres mots et tu me dis si j'ai compris. Donc, il y a une première phase qui est la partie capital risque, où là... Un premier segment qui est capital de risque, puis un segment moyenne entreprise. L'idée, c'est d'accompagner une jeune start-up, c'est le terme qui est un peu courant, qui a du potentiel et on veut lui donner de l'argent, on veut injecter du capital pour s'assurer qu'elle atteigne son potentiel. On regarde pas si elle est rentable. Exact. Et c'est intéressant de savoir, je sais pas si beaucoup de gens savent, mais des entreprises comme Amazon, Facebook ont fait des années Google, sans jamais être rentables. C'est exactement ça. Mais recevant toujours du capital. Exactement, pour la croissance. Pour la croissance. Et l'autre segment, c'est plutôt quelque chose qui est un peu plus établi, qui a déjà fait ses preuves à un niveau de profitabilité qui est correct et qu'on veut booster en réinjectant du capital, mais aussi en ayant un accompagnement pour avoir du lean management, être beaucoup plus efficient et s'assurer de générer de la profitabilité. C'est ça? C'est exactement ça. Puis là, maintenant, le langage des deux segments est différent. Du côté du capital de risque, le langage, comment on définit le stade de l'entreprise, c'est par des phases de financement. Très bien. Donc, on commence avec le pre-seed, pré-démarrage. Généralement, c'est quelqu'un qui a une idée de partir une entreprise. Il n'y a pas encore de produit. Il va trouver du financement autour avec sa famille ou du love money qu'il appelle pour incorporer, partir la business. Après ça, du pre-seed, il va passer au seed. Au seed, généralement, il va aller chercher de l'argent de anges financiers. Family office, quelques investisseurs sophistiqués en capital de risque. Après le pre-seed, c'est le seed. Puis après le seed, c'est la série A. La série A, c'est le premier stade de croissance. Après, série B, C, D, E, IPO. Alors, j'aimerais bien qu'on reprenne. Encore une fois, désolé, c'est juste ça, c'est mon côté prof qui veut rendre les choses les plus claires possibles. Et j'aimerais bien que tu nous rajoutes peut-être les montants auxquels on peut estimer. Donc, pré-démarrage, pre-seed, c'est j'ai une belle idée, j'ai rien d'opérationnel, mais j'y crois. Je veux me lancer dedans, j'ai montré aux gens autour de moi que j'y crois et que ça a du potentiel.
et j'arrive à lever de l'argent. Oui. C'est possible, ça, déjà? Oui. Puis il n'y a pas de revenus, là. Oui, c'est possible. Il n'y a pas de revenus, il n'y a rien, on vend rien. Non. Et c'est combien? Je peux m'attendre à combien, là? Ben, ça dépend des marchés. Au Canada, c'est sûr que 150 000, 200 000, 300 000, 500 000, c'est Et vraiment c'est pas possible. de la dette. C'est une excellente question. Tu peux pas à ce stade-là. En fait, là, tu amènes un autre niveau de complexité, Anicette, Okay. avec ta question. Il y a la notion dans les investissements très, très, très tôt, pre-seed, il y a la notion qu'on appelle d'une note convertible et il y a la notion d'un safe. Tu vois, il faut qu'on ait un cours. Oui, parce que Il faut qu'on ait un cours. Mais ta question est très intéressante parce que la notion d'une note convertible, c'est quoi? Une note convertible, c'est une dette qu'on peut convertir en équité. OK. Parce que quand la compagnie démarre, il y a beaucoup de risques. Ouais. Fait que les gens qui mettent l'argent, ils veulent avoir Une sécurité. une sécurité, puis la sécurité, c'est l'actif. C'est la propriété intellectuelle. Mais en même temps, avoir l'option de convertir ça en équité. OK. Puis l'autre élément qui est un safe, c'est Simple Agreement for Equity. Tout ce que c'est pas une dette, c'est vraiment un investissement sous forme d'équité à venir plus tard. Très bien. Puis le safe, c'est la meilleure façon de se faire financer quand on est très, très jeune. Puis la notion de dire, est-ce que je peux aller chercher de l'argent quand j'ai juste une idée? Il y a beaucoup d'investisseurs aux États-Unis que c'est comme ça. Airbnb, c'est ça. Ouais. C'est parti d'une idée. Il y a Y Combinator, YC qui fait que ça au final. Que ça. C'est une idée. OK. Avançons un peu. On a fait l'idée, on a trouvé un peu d'argent. Là, on a opérationnalisé quelque chose. On a peut-être quelque chose qu'on peut montrer. On a une équipe aussi. Ils appellent ça le Minimal Viable Product, MVP. Et là, on va au seed. Ben là, pre-seed, tu vas au seed, oui. Okay. Et là, c'est quoi les montants? Qu'est-ce qu'il y a généralement, au seed, tu peux aller chercher... tu peux aller chercher entre 300 000 à peut-être 500, 600, 1 million. Généralement, au seed, tu t'approches de pouvoir démontrer que tu as des revenus. Aussi, tu as market traction. Tu es capable de prouver qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ta solution. Puis là, quand tu arrives à la série A, là, c'est la vraie game. Série A, là, tu as des revenus, tu as des clients, tu es capable de scale, tu as une équipe de direction, tu as de la propriété intellectuelle. Mais toi qui as fait ça, qu'est-ce que tu cherches en tant que, avec ton œil d'investisseur, on te présente une compagnie seed, qu'est-ce que tu regardes dedans? Qu'est-ce que tu... Moi, avec Citadel Capital, mon focus, c'est à partir de la série A. Donc, moi, je suis début early growth. Là. Mais je te dirais, ce que je cherche, pour un investisseur, c'est assez standard. Les investisseurs recherchent toujours la même chose. Puis, c'est des éléments fondamentaux de la réussite d'un investissement. L'élément le plus important, c'est l'équipe de direction. Le fondateur. Souvent, tu as un CTO puis un CEO. En technologie, c'est souvent un CEO puis un CTO. Parce que si tu donnes de l'argent à des gens ultra compétents, mais qui n'ont pas nécessairement un bon modèle d'affaires, ils vont trouver un bon modèle d'affaires. Ils vont trouver une façon de faire de l'argent. Si tu donnes de l'argent à des gens qui n'ont pas de compétences, mais qui ont une bonne business, ils vont la scraper. Donc, le plus important, là, c'est vraiment les gens qui sont derrière la compagnie. Après, tu as tout ce qui touche la technologie, la propriété intellectuelle. Puis après ça, tu touches le modèle d'affaires, comment que la compagnie scale avec son business case. Puis après, tu tombes dans tout ce qui touche plutôt tout le volet financier. Tu sais, les KPI financiers. Mais les gens, le marché, la technologie, puis le modèle d'affaires, là, ces quatre-là, c'est... Mais c'est intéressant que tu mettes les gens avant. Ah, c'est la clé. Parce que, du coup, ça rend encore plus important un fonds comme Équité 25 à la 3 ou Citadel. Parce que chaque fois qu'un entrepreneur noir va se voir rejeter son offre, il va se poser la question, est-ce que c'est pas moi le problème? Et du coup, l'autre élément aussi, c'est que si je scrute l'écosystème des entrepreneurs et je trouve pas de noir qui a été présenté, qui a été financé, ça renvoie l'image qu'il n'y a pas la compétence chez eux. Tout à fait. Pourtant, c'est pas vrai, c'est ce que tu dis. Exact. Mais le point que tu viens d'amener est extrêmement important parce que ce qui se passe malheureusement, c'est certain qu'un entrepreneur noir qui se fait dire non, il se pose la question. C'est ma business, c'est moi. En même temps, malheureusement, le message que les investisseurs ont jusqu'à maintenant des entrepreneurs noirs, ben, c'est qu'on
on a des compagnies qui sont non-scalable. On a des restaurants. Puis c'est pas négatif, c'est bien. Mais c'est des family style business. C'est ce qu'on leur donne maintenant comme biais. C'est à nous de changer le biais. Mais oui, c'est ce que tu dis est tout à fait vrai parce que quand ils sont approchés par un entrepreneur de la communauté, ils vont se poser la question. Parce que 7 fois sur 10, c'est des compagnies qui sont non-scalable. Donc, il y a comme une dichotomie entre la réalité du terrain, que moi je vois tous les jours, et la perception. C'est deux choses complètement déconnectées. Sur le terrain, on a des entrepreneurs avec des visions géniales, des business en croissance, performants, mais la perception, il n'existe pas. Puis, tu peux nous en citer quelques-uns, juste pour justement démystifier tout ça? Oui. Sans entrer dans les problèmes de confidentialité. Il y a Valence Discovery avec Terrence Bois, qui a bâti... Terrence Bois a bâti Valence Discovery, une compagnie dans le domaine du pharma basée sur le AI. Il a levé des rondes de financement jusqu'à la série A. Il y a un gros joueur stratégique qui est venu acheter l'entreprise. Il est encore avec eux. C'est non seulement une histoire d'un jeune brillant, talentueux qui a levé du capital, mais il a aussi réalisé un exit. Oh, wow. Fait que c'est fantastique. L'histoire se conclut. L'histoire se conclut. Terrence est un exemple parfait de l'effet boule de neige. Succès, réussite, et il a réussi à s'enrichir avec ça, puis il va enrichir la communauté. Fait que c'est un bel exemple. Natif TV, que je t'ai déjà mentionné, Jean-Yves Roux, qui ont Natif à une plateforme de streaming, une compagnie en pleine expansion, très belle entreprise. Donc, la liste est longue. Et c'est justement parce que la liste est longue que Citadel a tout son sens. Oui. Revenons donc sur Citadel. Qu'est-ce que tu veux faire concrètement avec ce fonds? C'est quoi les objectifs? C'est quoi les mécanismes que tu as mis en place? Tu as dit qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette, mais que toi, tu veux te focaliser sur la croissance, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu vas faire différemment? Je te dirais, avec Citadel, pour moi, c'est très, 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 très simple. C'est une vision que j'ai depuis 25 ans, depuis très longtemps. Ça fait 25 ans que j'exécute la vision de Citadel parce que tout au long de mon parcours, ça a toujours été pour être un entrepreneur à succès, puis aider à bâtir des entrepreneurs à succès. Ça a été ça mon parcours. Puis le long de ce parcours-là, ça a été toujours d'aller chercher des compétences. J'ai toujours vu ma carrière comme des briques de compétences que j'ajoutais pour construire la maison. Au niveau du financement, au niveau des transactions de vente, d'acquisition, au niveau de la gouvernance, au niveau de la stratégie. Puis, ça a pris 25 ans à avoir toutes les briques. Donc, la vision de Citadel, c'est bâtir des entreprises à succès. Puis, c'est simplement répéter la recette que j'ai exécutée à la Caisse de dépôt. D'arriver avec le capital, l'accompagnement et le réseau, puis injecter là, du courant haute volte pour propulser la croissance. Puis, la beauté, c'est dans mon pipeline d'affaires, Anicet, j'ai un portefeuille d'entreprises tout à fait hallucinant, des femmes comme des hommes. Il y a Marley Bernard, Service Groupe, un autre exemple, une belle compagnie dans le domaine de la comptabilité. J'en ai plein. Mais j'ai une question. Si un groupe, une institution comme la BDC ne s'est pas sentie capable d'orchestrer tout ça, et on leur en veut pas, c'est un choix stratégique, pourquoi tu penses être capable de le faire, toi? Je pense que, tu sais, je suis très attaché à la notion de « par nous, pour nous ». Qui est mieux placé pour nous comprendre que nous? Je pense que la BDC, ce qu'ils font, c'est noble. Et là, ils ont annoncé un fonds pour la communauté noire de 100 millions. C'est noble, c'est bien. Mais moi, j'ai été un entrepreneur noir, je suis un entrepreneur noir, je côtoie des entrepreneurs noirs et je suis noir. Fait qui de mieux que nous pour comprendre notre réalité et bâtir notre succès? On peut faire le parallèle avec la communauté juive. Tu sais, la communauté juive, entre eux, ils ont réussi à bâtir un succès entrepreneurial tout à fait génial. Je souhaite qu'on soit capable de le réussir, nous aussi. $1 dans la communauté juive tourne très, 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 très longtemps. Dans la communauté noire, c'est pas long. Puis on doit faire ce travail-là. Puis écoute, j'y crois beaucoup, tu sais, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'immobilier, les actifs immobiliers. Il faut prendre notre place aussi. Donc, c'est vraiment le for us by us que je crois énormément parce que, honnêtement, qui mieux que nous pour comprendre notre réalité? Non, c'est sûr, c'est sûr.
Ah là, je suis un peu un dilemme, mais je vais le trancher parce que je voulais du coup entrer dans ton background, mais on va revenir dessus. Restons un peu sur Citadel. Et je sais qu'à côté de Citadel, pour la partie accompagnement, Ouais. tu veux aussi lancer une formation pour ces dirigeants. Oui. C'est quoi le besoin auquel tu veux répondre et comment tu y réponds? En fait, c'est arrivé par le travail que je fais dans l'écosystème. J'ai constaté qu'on a beaucoup d'initiatives en démarrage. Puis on a des groupes dans le domaine de démarrage, de l'incubation, qui font un travail extraordinaire. Il y a Groupe 3737 avec Louis Edgar et Friends qui font un travail extraordinaire, pas juste au Québec, à travers le Canada. Fonds Afro, il y a Face, il y a plusieurs initiatives qui s'adressent beaucoup au pré-démarrage, mais qui touchent pas au stade croissance. Okay. Puis moi, j'ai constaté que les entrepreneurs qui étaient au stade démarrage il y a 3-4 ans sont maintenant rendus au stade croissance. Mais rendus au stade croissance, l'accompagnement du stade croissance, ils trouvent ça où? Puis je l'ai vu à la Caisse de dépôt parce que nous, on amenait cet accompagnement-là. Okay. Donc, je me suis dit, mais comment on fait pour leur donner accès? Parce que quand je les rencontre, puis je leur explique c'est quoi cet accompagnement-là, puis comment je le fais avec eux, puis là, ils me disent, ben oui, ben Will, ça m'en prend 10 000 comme toi. Oui, mais... Il n'y a que toi. Ben, malheureusement, pour le moment, on n'est pas beaucoup comme moi. Puis c'est là que j'ai eu l'idée, grâce à un ami, Éric Deschênes, qui a un family office qui s'appelle Toboggan, qui est avec l'école entrepreneuriale du HEC, l'école Famille en affaires. Okay. Éric m'a réuni avec l'école des dirigeants, puis moi, j'ai toujours voulu avoir cette formation-là, mais pour des compagnies en croissance, parce que c'est un autre niveau. La gouvernance, c'est un autre niveau. La stratégie est un autre niveau. Tout ce qui est financement, fusion, acquisition. Puis une compagnie en démarrage qui n'est pas rendue à ce stade-là ne peut pas absorber cette information-là. C'est que c'est de là que j'ai eu l'idée, c'est parce que en rentrant les entrepreneurs en croissance dans cette formation-là, on crée une pipeline d'entreprises qui sont prêtes pour la croissance. C'est vraiment ça le besoin. C'est le besoin. Et tu es convaincu qu'il y en a énormément pour... Ah ben, Anicette, je pourrais t'en nommer une trentaine. Ouais. Je les côtoie. Puis ils me le disent parce qu'ils me disent « Ouais, moi, je suis rendu au stade de croissance. » Mais j'ai rien. Personne qui peut m'aider. L'accompagnement, je la trouve où? Comment je me forme, comment je grandis, Puis le danger, c'est qu'ils vont se retrouver à mandater des consultants qui n'ont pas nécessairement l'expertise pour les aider. Puis on n'a pas le luxe dans la communauté de perdre nos compagnies à potentiel croissance. Si on en perd une, c'est tragique, là. Parce que la route au succès, on vient de la rallonger. Et ça commence quand? Ben là, je pense qu'ils regardent pour potentiellement au printemps, je pense qu'ils ont dit. Okay. Mais je veux rien dire parce qu'ils veulent pas... Non, je comprends bien. Mais... Honnêtement, il y a que un volet publicité aussi de leur côté là-dessus. Ah, génial. Ben, en fait, c'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Et merci beaucoup de mettre ça en place. Et j'espère qu'il y aura tout le succès possible. Mais je te dirais, j'ai très hâte, Anicette, parce que ça va être la deuxième portion de l'année 2025. Ça va être une période d'annonce. Je veux annoncer officiellement le lancement de Citadel Capital. J'ai une initiative-là. Je veux annoncer le premier investissement. Donc, il va y avoir beaucoup d'annonces. J'ai très hâte. OK. Revenons donc sur Citadel. C'est quoi ta target en termes de fonds? Tu en es où aujourd'hui? J'ai quitté la caisse il y a 1 an avec l'ambition d'aller chercher 100 millions pour Citadel. Je voulais une première clôture de 50 millions, puis avec la deuxième arrivée à 100. Je te dirais, le marché de levée des capitaux pour des fonds en capital de risque ou en placement privé est horrible en ce moment. C'est le pire marché depuis les 50 dernières années, puis ça, je le savais. Il y a beaucoup moins d'argent disponible, mais ce qui m'a vraiment secoué, c'est ce qui se passe aux États-Unis, tout le backlash sur l'EDI. Puis j'ai décidé de ne pas attendre. J'ai décidé qu'il fallait que je me lève maintenant. Donc, au lieu de viser une première clôture à 50 millions, je vise une première clôture à 20. OK. Puis je commence les investissements. Donc, j'ai commencé là. OK. Tu as des chiffres un peu plus précis, non? Ou... En termes de? De financement, justement, de promesses de financement? Oui, bien, jusqu'à maintenant, là, je m'approche de 10 millions déjà sécurisés. Parce que j'ai vu ton post sur LinkedIn il y a quelques semaines où tu annonçais que tu avais déjà une première partie qui était sécurisée. Du coup, je voulais célébrer ça avec toi. Oui, c'est ça. Je suis pas loin de 10 millions de sécurisés jusqu'à maintenant. Donc, la moitié du 20, là. Je suis à peu près la moitié, On a mis parcours. Oui, je suis vraiment content.